notre village aquitain de Saubus, solidement ancré sur la rive droite de l'Adour depuis le Moyen-Âge, est très heureux, vraiment très heureux de dévoiler les richesses de son patrimoine à l'occasion de cette 31e édition des Journées européennes du patrimoine, organisée les 20 et 21 septembre 2014. On peut dire qu'ici à Saubus, la présence de l'Adour et des Barthes se conjugue avec l'histoire des hommes. Notre programme de visite est conçu donc dans un esprit tout à fait festif, quelque peu pédagogique, il faudra y associer les jeunes, autour des paysages naturels et culturels qui ont marqué l'histoire de notre village. La Gestroémia, ou lilas de Perse. Périodiquement, ils perdent leur cime, parce qu'ils ont le gros avantage de servir de paratonnerre. On appelle ça la main de Bouddha. Dans un mois, il sera un peu plus présentable. Mais ça a exactement le goût d'un citron. Ça a la grandeur d'une main d'enfant. C'est assez rare, effectivement, que ici en France, que les camélias fructifient. Vous n'êtes pas le seul, tout le monde découvre qu'il y a des fruits de camélia. Chez nous, les camélias, ils sont hauts comme ça. Alors, on a regardé au sol, on n'a jamais levé le nez, en pensant que des camélias pour avoir des dimensions pareilles. Ça a été aménagé par Madame des Jaubert, justement. Votre orangerie. Oui. C'était la dernière de l'été. Ça s'appelle, cette espèce, c'est la cuisse de nymphe émue. C'est une vieille rose du XVIe siècle que j'ai réussi à sauver. La cuisse de nymphe émue. Non, ça donne des olives. Pas mangeable, ça donne des, des fruits qui ressemblent à des olives. Il s'appelle chauve parce qu'en réalité, contrairement à tous les autres résineux, il perd ses feuilles d'hiver. Il n'a pas de feuilles d'hiver. Ah ouais. Pas tous les matins qu'on voit des buis comme ça. Ah ouais. Ça serait, dit-on, l'arbre avec lequel on avait fait la couronne du Christ. Pratiquement comme une châtaigne. Donc on le surnomme Rosier châtaigne. le rosier châtaigne. Contrairement à ce qu'on peut penser, c'est un résineux. Le sol, est-ce qu'il y a eu des apports de sol? Parce qu'ici on est dans des alluvions. Il y a 20 cm de terre noire et on tombe tout de suite sur les moraines glaciaires, voilà. C'est-à-dire de l'argile avec des galets mais gros comme des têtes d'enfant. Je n'arrose et je ne mets d'engrais que dans les pots. Moi j'ai toujours considéré que les plantes s'adapter et que justement une plante qui est arrosée fait ses racines en surface, donc elle a toujours besoin d'être arrosée. Une plante non arrosée est amenée à, sauf quand elle est toute petite, est amenée à faire plonger ses racines en profondeur. Cette dame est la fille de quelqu'un dont la Révolution française a fait un peu et la fortune et la célébrité, en ce sens que, pour des raisons qu'on n'a pas toujours complètement élucidées, il a été munitionnaire alors qu'il était d'origine suisse, il a été munitionnaire de l'armée française. Bon, sa fille, dont mademoiselle Eugénie Delachaux a épousé monsieur des Jaubert, qui était consul de France à Naples,
dont elle a eu 2 fils et une fille. Son mari est mort relativement jeune. Ses fils sont morts autour de 30 ans. Et sa fille, avec un peu plus longtemps, est morte également avant elle. Donc en réalité, n'ayant pas d'héritier direct et étant pratiquement assez éloignée et de la famille de son mari qui était suisse et de la sienne qui était belge, elle s'est intéressée à son filleul qui était le fils de son régisseur dans sa maison d'Orsay à côté de Paris. Et au moment de sa mort, elle lui a donc laissé ses propriétés de Saubus. Madame de Jaubert a vécu à Saubus les 20-25 dernières années de sa vie, où elle a contribué à pas mal de choses. Les choses les plus importantes, c'est effectivement le pont, pour lequel elle a donc fait un legs de 400 000 francs, et qui a en plus nécessité une transformation assez complète du bourg, puisqu'à l'époque, ce qui est la route départementale, était une maison qui abritait à la fois le presbytère, l'école, et donc Madame de Jaubert a acheté une maison qui a été rasée en 1956, je pense, pour construire la mairie actuelle. Ce trou il a été fait par un monsieur Delachaux qui se piquait un peu d'être un scientifique, etc. Et donc il passait une longue vue pour observer le soleil. Pas de oui. Alors, orientée à l'est, l'abside pentagonale, confortée par de hauts contreforts plats, est percée de hautes et étroites fenêtres en plein cintre de style roman, encadrées extérieurement et intérieurement par des colonnettes. À l'ouest, donc à l'opposé de l'abside, la tour, haute de 19 mètres, tour carrée fortifiée, se terminait par un chemin de ronde. Elle servait de refuge à la population en cas d'invasion. Devenue le clocher de l'église, elle est coiffée d'un toit de tuiles en bâtière, c'est-à-dire de plans inclinés entre deux pignons. Elle est percée de petites meurtrières. Sur les murs extérieurs, on remarque des corbeaux qui témoignent de la première position du toit, avant qu'il ne soit exaucé de 1,20 m à 1,50 m. La voûte d'ogive de la nef et du chœur comporte 4 travées, dont les voûtins, c'est-à-dire l'intérieur des voûtes, sont soutenus par des liernes et des tiercerons de style gothique. Cette chapelle annexe de Saubus, en fait, renferme un bien précieux, un objet précieux, culturel, qui est cette statue du Saint-Michel terrassant le dragon, dont la base conserve encore les armes de la famille de Belpère. Dans le village de Saubus, il y avait 2 endroits où on pouvait protéger les populations du village de Saubus. C'était le dernier étage de la tour de l'église de Saubus, où il y a encore d'ailleurs une petite pièce qui servait à la défense. L'église de Saubus était fortifiée. Les fortifications ont été progressivement masquées par des restaurations successives. Et l'autre endroit, bien sûr, c'était le château de Belpère, qui est ici, et qui est tout proche, bien sûr, de l'église. Alors certains disent qu'il y avait un souterrain qui rejoignait l'église à Belpère.
il faut laisser un peu le mystère de ces vieilles maisons. Mais certainement que Saubus, d'abord, a une existence réelle attestée dès le XIIe siècle, ce qui n'est pas rien, et on n'a pratiquement pas trouvé de vestiges romains, à part une borne miliaire dont on parle beaucoup, qui est à l'entrée de Saubus, mais qui est Vous voulez parler de la pierre longue? De la pierre longue. C'était une borne miliaire, c'est-à-dire qui servait en quelque sorte de repère dans les chemins qu'empruntaient les centurions, qu'empruntaient les colonnes romaines qui ont quand même vécu ici dans tous les environs. Charles IX, le jeune roi Charles IX, embarque très exactement le 29 mai 1565 au port de Saubus, à destination de Bayonne. Le 29 mai 1565, un roi de France est embarqué à Saubus, au port de Saubus. Quand même maintenant aborder un deuxième point qui est le Saubus en tant que port de pêche et en tant que port de transport de marchandises. Les ports étaient les principales voies de passage, de communication. Et on peut imaginer l'activité du port intense, les charrettes de bœufs, les brosses avec les bœufs, arrivant de la forêt avec leur goudron dans des tonneaux et délivrant ces tonneaux aux mariniers qui les embarquaient à bord des gabarres qui partaient ensuite à Bayonne. Donc il y avait 60 maisons de mariniers sur 90 que comptait Saubus. Au Moyen-Âge, et c'est attesté aussi, il y avait une richesse extraordinaire en poissons. Et donc en fait, il faudra attendre le XVIIe siècle pour que des ingénieurs hollandais aient l'idée suivant les instructions d'ailleurs du ministre Colbert, de venir ici à Saubus pour installer en fait des systèmes de circulation d'eau tels qu'on les trouve aujourd'hui dans les bars. Les portes à flot, c'est une invention des Hollandais. La problématique de toutes ces barthes, c'est la jussie, plante invasive qui aime beaucoup l'eau et très difficile à éradiquer. Donc là aussi nous avons, comme vous allez le voir, un canal central qui sert à l'écoulement de toutes les eaux. Voilà, quelques chevaux, quelques vaches qui paissent tranquillement au milieu de ces immenses prairies. Libre parcours. 600 hectares pour eux, 350 animaux. C'est sec, Ouais. et pas, il n'y a pas l'eau des lacs comment faire? Tu penses que ça va crever comme ça? Non, toi c'est une jussie, ça. C'est une racine avec 1, 2, 3, tous les 3 cm, il y a des racines et il y a une pousse. Un tapis de feuilles mortes là, ça fait un tapis et ça garde toujours l'humidité. Ça garde l'humidité.
On a passé 3 jours et 3 jours, faire sécher, remballer, évacuer, oui 3 jours, oui. 3 jours, 180 moules, bon c'est pas rien. C'est pas rien. Mais bon, ça nettoie quand même. Puis bon, il fallait voir, il fallait essayer de faire quelque chose pour voir si de faucher l'herbe pouvait reprendre le dessus ou pas. Donc il fallait faire un essai. Il faut faire un essai. Les cabanes, il y en a 1, 2, 3, il y en a 4. Il y a 10 points de chasse ici.